L'Europe peut-elle encore faire confiance à Donald Trump? Se dirige-t-il vers un abandon total de l'Ukraine? C'est ce qu'il semble annoncer ce soir, selon les Ukrainiens. Écoutez ces mots de Volodymyr Zelensky. L'Europe et le monde entier doivent comprendre une autre vérité. Les Ukrainiens sont avant tout des êtres humains et nous repoussons depuis près de 4 ans l'une des plus grandes armées du monde dans le cadre d'une invasion à grande échelle. Nous tenons ligne de front de plusieurs milliers de kilomètres et notre peuple subit chaque jour des bombardements, des frappes balistiques et des attentats suicides. Chaque jour, notre peuple perd des êtres chers et notre peuple souhaite vraiment que la guerre prenne fin. Nous sommes bien sûr faits d'acier, mais aucun métal, même le plus résistant, ne peut résister indéfiniment. Bonsoir Jean-François Colosimo. Bonsoir. Vous avez entendu ces mots de Volodymyr Zelensky. Nous sommes faits d'acier, mais aucun métal n'est assez résistant. Quand on voit cette situation-là, est-ce que c'est le pire que pouvait espérer un jour l'Ukraine? C'est le pire, vous avez parfaitement raison, c'est le bon mot. D'ailleurs, je l'avais dit le 15 août, lorsque Trump et Poutine s'étaient donné rendez-vous en Alaska. On parlait à ce moment-là de volonté de paix, peut-être de projet de paix, de plan de paix. Que pouvait bien avoir Trump dans sa tête? Peut-être une volte-face, on parlait. Voilà, et moi je disais, il pouvait avoir le pire. Le pire, c'est quoi? C'est que ce pseudo-plan de paix, qui est en fait un acte de capitulation qui est demandé à l'Ukraine, eh bien, répond en fait à toutes les demandes de Poutine. En fait, on a l'impression que ce pseudo-accord de paix, c'est Poutine lui-même qui l'a, en quelque sorte, rempli. Pour Trump, c'est une reddition de Trump à Poutine, et c'est une volonté de voir, effectivement, l'Ukraine capituler, renoncer en basse campagne. Alors, qu'est-ce qui se passe pour nous tous? C'est l'heure où les masques tombent. Vous savez, dans les tragédies, il y a toujours un moment comme ça, chacun tient son rôle, chacun a sa trajectoire, et puis d'un coup, il y a l'acmé, il y a le dénouement, et tout retombe, et chacun est rendu finalement un peu à lui-même. Et on voit bien que Trump, en fait, nous a en quelque sorte égarés par ses volte-face, par cette volonté de dire oui, de dire non. Est-ce que vous utiliserez Écoutez, en tout cas, les bonnes thèses, c'est de se reposer la question. Quel est véritablement le fil à la patte qu'il pourrait quand même avoir de la part du FSB, ancien KGB? C'est une véritable question. 2, quelle est cette affinité qu'il éprouve si profonde avec Poutine, n'est-ce pas? Puisqu'il court après Poutine, un peu comme excusez-moi de le dire, un peu comme une jeune fille éperdue qui aurait envie de se faire aimer à tout prix, n'est-ce pas? 3, quels sont ses véritables intérêts là-dedans? Et évidemment, c'est cette volonté d'arracher la Russie à la Chine. Mais tout ce tableau montre que depuis le départ, toutes ces choses-là, elles existaient, n'est-ce pas? Depuis son élection, depuis son intervention. Plus, évidemment, cette volonté, en quelque sorte ridicule, d'apparaître comme le grand pacificateur du monde, celui qui, comme Obama, aurait pu avoir le prix Nobel de la paix. Mais quand on voit tout ça, en fait, on se rend compte que tous ces traits, tous ces rails, toutes ces projections étaient là depuis le départ et qu'aujourd'hui on arrive à ce dénouement. Alors pourquoi aujourd'hui? Mais c'est très simple, parce que la Russie marque des points militairement, parce qu'il y a eu une conjonction d'événements. Regardez quand même ces bizarres révélations sur la corruption qui est réelle, qui règne dans l'appareil d'État ukrainien et autour de Volodymyr Zelensky. Mais pourquoi non? La corruption, on la connaît depuis 2022. Depuis qu'on soutient l'Ukraine, on sait que c'est un pays corrompu. La Russie est aussi corrompue que l'Ukraine. Mais à part qu'en Russie, la corruption est organisée hiérarchiquement autour de Poutine, alors qu'elle est horizontale et anarchique en Ukraine. Bon, donc, voyez cette conjonction d'événements. Voyez aussi que, en fait, Poutine a fait le plein des territoires qu'il voulait avoir. Voyez que l'Ukraine est à genoux, et donc Trump joue sa carte, et en plus il dit, voilà, vous avez 4-5 jours là pour vous décider, pas plus. Est-il pour autant possible d'avoir une paix digne quand on a Vladimir Poutine en face de soi? Mais bien sûr que non. Le problème, on l'a toujours dit, le problème de cette guerre, ce n'est pas la Russie et l'Ukraine, c'est Vladimir Poutine et son régime. C'est-à-dire une conception qui, pour le coup, est radicalement belliciste je dirais, de l'humanité, de l'histoire, du monde. Vous voyez, dans la tête de Poutine, en quelque sorte dans son cerveau reptilien, il y a cette dimension de la guerre qui a fait l'URSS,
dont la chute serait, paraît-il, le plus triste l'événement le plus considérable du XXe siècle, selon Poutine. J'allais vous dire. Selon Poutine, n'est-ce pas? Et cette dimension de guerre, cette dimension d'antagonisation perpétuelle, regardez la vie interne de la Russie, suppression des opposants, je dirais relégation des dissidents. De notre côté, cette volonté de repousser les frontières, la Géorgie, la Crimée, la Transnistrie, aujourd'hui l'Ukraine, demain quoi d'autre? Cette volonté d'antagoniser, ce mépris aussi sidéral pour l'Europe. Parce qu'en fait, ce que veut Poutine, c'est retrouver le tête-à-tête URSS-USA, du moment de la guerre froide, Moscou-Washington. Et ça y est, là, il a réussi, il a fait le plein. Et regardez comment il a, je dirais, baladé Trump le temps qu'il fallait, à moins que vous avez raison, c'est peut-être Trump qui nous a baladé, nous. La proposition américaine entérine des cessions territoriales. Ça nous dit quoi sur le retour des guerres de conquête au XXIe siècle? Est-ce que tant que l'Europe n'aura pas compris qu'on était tombé dans ce paradigme-là, eh bien on aura un problème, Jean-François Colosi? On a un grave problème, parce que regardez, d'abord, effectivement, qu'est-ce qui se passe? Ce que demande Trump, c'est que l'Ukraine concède à Poutine tous ses territoires conquis, n'est-ce pas? C'est-à-dire Donetsk, bien sûr, et jusqu'à Kherson, en passant par Lugansk et Zaporizhzhia. Bon. C'est-à-dire 20% de l'Ukraine territorialement, mais 50% de l'Ukraine en termes de richesse, n'est-ce pas? Ensuite, il y a une dépendance, une soumission économique, énergétique, maritime. Pourquoi? Parce que désormais, si l'Ukraine accepte cette capitulation, il faudra qu'elle dépende de Moscou pour accéder à la mer Noire et pour accéder aussi à ce fleuve crucial pour son commerce, qu'est le Dniepr, en tout cas pour la partie inférieure du Dniepr qui touche la mer Noire. Donc on voit soumission énergétique. Il y a 50% de la production de la centrale Zaporizhzhia qui ira à la Russie. Enfin, on est totalement, je dirais, c'est vraiment une mise au pas. Alors évidemment, interdiction de l'OTAN, évidemment, amnistie générale, ce qui veut dire que les crimes de guerre, ça, ils sont certains, et peut-être des crimes contre l'humanité commis par Poutine et ses hommes seront exonérés, n'est-ce pas? Et tout ça pour, en plus, se retrouver interdite d'OTAN et réduite militairement, et ayant quand même la capacité de collaborer avec l'Europe. Laquelle Europe elle-même, je suis désolé de parler ainsi, mais enfin c'est quand même un peu, on est à faire un peu des criminels internationaux là, est mise à l'amende parce qu'il faudra qu'elle finance la reconstruction de l'Ukraine dont les États-Unis prendront les bénéfices. Avec l'accord sur les minerais notamment. Avec l'accord sur les minerais. Et là on retombe en fait sur ce qu'on n'a pas compris. Nous l'avons déjà échangé avec vous, Margot Haddad, là-dessus, mais c'est le fait que l'ordre libéral que les États-Unis ont instauré après 1945 sur la moitié du monde, après 1989 sur l'ensemble de la planète, aujourd'hui, ils n'en veulent plus. Ils sont de retour, en fait, à leur vocation impériale. Ils veulent se cogner aux autres empires qui ont émergé entre-temps, la Russie et la Chine tout particulièrement, mais il y a l'Inde derrière, et puis de manière plus régionale, l'Iran et la Turquie. Et dans cette emprise impériale, ils jouent quoi? Ils jouent le mercantilisme. C'est-à-dire, ce qu'on n'a pas compris, c'est qu'ils sont à la fois isolationnistes sur leur propre richesse, les taxations folles, n'est-ce pas, de nos exportations vers les États-Unis, et en même temps, il y a la captation des richesses des autres, et ça, c'est le fameux deal, si je puis dire, faux deal, faux pacte sur l'Ukraine, puisque l'Ukraine a renoncé à ses minéraux rares, dans l'espoir d'être protégé par les États-Unis qui aujourd'hui vendent l'Ukraine à la Russie pour en fait s'accommoder avec la Russie, très hypothétiquement contre la Chine. Si je vous entends bien, est-ce que l'Ukraine a été d'une certaine manière le terrain idéal pour une guerre de procuration entre puissances? En tout cas, elle a été une manière dont, je dirais plutôt, moi, elle a été la manière dont la Russie s'est réaffirmée puissance mondiale en montrant à l'Europe qu'elle n'existait pas et que la Russie ne se reconnaissait qu'une seule interlocutrice, l'Amérique elle-même. Voyez, et de ce point de vue-là, oui, l'Ukraine, c'est le signe d'une bascule du monde. Mais cette bascule du monde a commencé avec la Turquie agressant au Caucase l'Arménie. Elle se continue, cette bascule du monde, à la manière dont Pékin
envisage un jour de récupérer Taïwan. Elle se continue avec l'Inde, qui elle, se cogne avec la Russie, mais aussi prête à se cogner. Alors, on voit une bascule du monde. Dans cette bascule du monde, qu'est-ce qui se passe? D'abord, la guerre revient en Europe, mais pas n'importe quelle guerre. Une guerre de religion. En plus, cette guerre de Poutine est bénie par le patriarche Kirill, n'est-ce pas? C'est une guerre du bien contre le mal. C'est une guerre manichéenne, c'est une guerre apocalyptique dans la représentation russe. Et deuxièmement, depuis en fait des siècles, pour la première fois, vous avez des soldats asiatiques, qui sont de retour de manière militaire sur le sol européen. Retour des guerres de religion, retour des guerres asiates. Depuis les 1, on n'avait pas beaucoup vu. Et tout ça, c'est ce bouleversement. Et dans ce bouleversement, eh bien, l'Amérique a décidé de reprendre ses billes par rapport à nous, joue son propre jeu, et nous sommes seuls. Non seulement seuls, mais divisés. Date limite, dans 6 jours, jeudi prochain, Thanksgiving. Thanksgiving, bien sûr. Pression sur l'Ukraine et ultimatum avec sanctions pour la Russie si elle n'accepte pas ce plan. Pourquoi vous pensez qu'il avait choisi cette date? Alors bon, vous l'avez dit, Thanksgiving, parce que c'est la fête du Nouveau Monde, n'est-ce pas? C'est la cité sur la colline, c'est ce Nouveau Monde réservé par Dieu aux persécutés de l'Ancien Monde, de l'Europe. C'est cette fête qui est typique de l'Amérique religieuse. On ne sait pas si c'est une fête civile ou si c'est une fête religieuse tout court. On rend grâce à quoi? À cette religion civile qui anime l'Amérique et où l'Amérique, en fait, rend son propre culte à l'Amérique. Mais ce peu de temps aussi qui compte, c'est une manière d'interdire à l'Europe de réagir. Parce que quelques jours comme ça, qu'est-ce que peut faire Zelensky? Comment est-ce qu'il peut répondre? Que vont faire les Français, les Allemands, les Britanniques? Comment ils peuvent se mettre d'accord? Donald Trump a eu Merz au téléphone, chancelier Merz. Oui, bon, très bien. Fructueux, dit-il. Fructueux, très bien. Bon. Pourquoi pas? Vous n'y croyez pas vraiment? Non, je crois que l'Amérique a de quoi nous imposer son diktat. Et qu'en commençant par l'Allemagne, elle joue bien cette Amérique-là, puisque l'Allemagne, de toute façon, a remis sa défense aux États-Unis depuis 1945. Et quand l'Allemagne a commencé à reparler récemment de réarmer, elle a dit qu'elle réarmerait américain, n'est-ce pas? Donc là, je veux dire, ils vont vers leur allié naturel, puisque même finalement, le Royaume-Uni est un peu moins leur allié qu'aujourd'hui la République fédérale allemande, n'est-ce pas? C'est ça la vérité. Donc ils vont chercher au centre de l'Europe leur meilleur soutien, parce qu'effectivement, Trump veut arracher cette paix qui est la paix, qui n'est pas une paix, qui est en fait la vision qu'avait Poutine de la terminaison à son avantage de cette guerre injuste. Alors vous l'avez dit, le projet prévoit une amnistie totale pour les crimes commis pendant la guerre. Comment interpréter une telle clause? Est-ce qu'il y a forcément, après des guerres comme celle-ci, où il y a eu Boutcha par exemple, des crimes atroces, une réhabilitation sur la scène internationale des criminels? Bah écoutez, même une réintégration dans la reformation du G8, c'est-à-dire le G7 plus la Russie. Donc on va encore un peu plus loin, je dirais. C'est pas simplement. Alors d'abord, c'est toujours il y a deux choses à voir là-dedans. La première, c'est toujours cette manière de dire que finalement, bon, il n'y a pas de différence entre les agresseurs et les agressés. Que finalement, tout le monde a commis des crimes, quoi. Bon, et peut-être que tout le monde a commis des crimes, mais tout le monde n'a pas pris l'initiative de commettre des crimes. C'est un peu comme dans le préau de l'école, qui a commencé le premier. Bon, ça c'est complètement aboli. La deuxième chose qui est abolie, c'est que l'Amérique montre bien, et on est vraiment dans cette logique d'affirmation impériale, que toutes les institutions internationales, même celles auxquelles elle ne participait pas, et surtout celles auxquelles elle ne participait pas, comme tribunal pénal international, ça n'existe pas. Il n'y a pas de justice internationale, c'est l'Amérique qui dit. Et donc, on est bien dans ce règne de la force et de l'affirmation de la force. Si l'Amérique vous exonère, tout le monde est exonéré. Qu'est-ce qu'on va faire des enfants qui ont été déportés pour être russifiés ? Comment ce peuple ukrainien va pouvoir accepter d'avoir été bombardé pendant 3 ans? Comment est-ce qu'on peut passer sur Boutcha? Comment est-ce qu'on peut considérer que la logique barbare, il faut dire les choses comme elles sont, de Vladimir Poutine, qu'il exerce même contre les Russes eux-mêmes, n'est-ce pas? Souvenons-nous de ce recrutement dans les prisons, même des serial killers pour les envoyer sur le front. Rappelons-nous de cette apologie du crime. Voilà, cette apologie du crime, M. Trump, c'est pas simplement le faiseur de paix, n'est-ce pas? C'est le faiseur de virginité, n'est-ce pas? Je veux dire, il est prêt tout à fait à passer dessus
en forçant la main de Zelensky. Quant à Zelensky, sa liquidation, à tous les sens du terme, peut-être même physique, est au programme. Puisque, en plus, dans ce plan de paix, l'Ukraine doit organiser des élections dans 100 jours. Mais dans 100 jours, soit Zelensky a dit oui, et comment il peut expliquer qu'il y a eu ces années de guerre, tous ces morts, pour en arriver là, à une reddition honteuse, n'est-ce pas, indigne, c'est le mot qu'il emploie, il a raison. Pas. Ou alors il dit non, et qu'est-ce qui se passe ? Dans les deux cas, de toute façon, l'Ukraine peut imploser. L'armée ukrainienne peut imploser. Le peuple ukrainien peut imploser. Zelensky ne sera pas réélu dans 100 jours. Peut-être ça sera même, selon le souhait de Poutine, quelqu'un, si ce n'est une marionnette du Kremlin, quelqu'un que le Kremlin... Mais vous vous rendez compte ? La prime qui est accordée à la force brute, à la sacralisation de la violence. Vous voyez quand même que, je veux dire, là, ça y est... Trump est en train de dire à Poutine, au tombola, n'est-ce pas, de la force brute, tu viens de gagner le grand prix, tu as tout, tu rafles tout. C'est the winner takes it all, tu vois. Le plus inquiétant tout de même dans tout ça, Jean-François Colosimo, c'est tout de même que l'Europe n'ait pas été mise au courant de tout ça. Bien sûr, mais pourquoi elle l'aurait été ? D'abord, est-ce qu'elle existe, l'Europe ? Excusez-moi, Margot Haddad. C'est-à-dire, l'Europe, sur une affaire pareille, est-ce qu'elle a un consensus ? Est-ce que vous pensez que M. Orban ne va pas dire « bravo, il faut faire la paix » ? Est-ce qu'il y a un consensus entre M. Macron et M. Orban ? Est-ce que l'Europe a été capable de montrer qu'elle était unie ? Alors d'abord, elle-même, elle risque d'imploser au passage, n'est-ce pas ? Au moins politiquement et diplomatiquement. Mais deuxièmement... Après l'Ukraine, vous voulez dire, ou indépendamment à cause de de cette affaire, puisque cette affaire, elle va diviser. Puisque, évidemment, ce qu'on appelle les pacifistes, qui sont en fait les collaborateurs de la Russie, soyons clairs, n'est-ce pas, vont se précipiter pour dénoncer les pseudo-bellicistes, qui sont les gens qui parlent lucidement de la guerre, en fait. Et ensuite, de toute façon, c'est très simple. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire aux États-Unis, très bien, Monsieur Trump, gardez votre plan, parce que c'est nous, désormais, qui allons armer l'Ukraine, mais on n'en a pas les moyens. Nous sommes coupables, historiquement, de notre retard. Ça dénote tout de même avec l'annonce des 100 rafales d'Emmanuel Macron qui est intervenu récemment, Jean-François Colosimo. Oui, bien sûr, puisque de toute façon, vous avez bien vu que ce qui pourrait rester de l'Ukraine dans le plan Trump-Poutine, appelons ça par son nom finalement, ou le plan Poutine-Trump, n'est-ce pas ? Ce qu'il en resterait, de toute façon, ça serait une micro-puissance forcément très démilitarisée qui n'aurait pas les moyens de tels achats. Vous voyez, c'est ça quand même qui est gravissime, c'est que on dit, je le dis, d'autres le disent, depuis le départ, cette guerre, c'est pas la guerre des Ukrainiens contre les Russes. C'est la guerre, en fait, d'une certaine conception du monde contre une autre. Et c'est une guerre aussi pour les Ukrainiens, mais aussi pour que les Russes, un jour, voient autre chose, finalement, que cette forme de tyrannie. N'est-ce pas ? Eh bien, là, nous marquons un échec parce que nous ne sommes pas donné les moyens, depuis 25 ans, comme l'on dit toujours, c'est la défense de nos valeurs. Mais la défense de nos valeurs sans la force, c'est quoi ? On voit le résultat aujourd'hui. C'est la question que j'allais vous poser, Jean-François Colosimo. Est-ce que c'est l'échec de la démocratie ? Non, parce que les démocraties peuvent tout à fait s'armer. C'est l'échec de l'utopie européenne, à savoir que... Si on renonçait à être agressif à l'égard de tout le monde, si on renonçait à avoir des ennemis, si on renonçait à s'armer, si on renonçait à se défendre, si tout le monde allait dire l'arme à l'œil qu'on était l'avenir de l'humanité et que c'était merveilleux. On a vécu sur une forme d'utopie. À cause des dividendes de la paix ? Ouais, parfaitement, c'est ça. On a vécu en fait sur l'Europe telle qu'elle a été pensée. Ça a été la dernière utopie, post-marxiste d'ailleurs. Vous savez, les marxistes pensaient que tout dépendait de l'économie, mais qu'il fallait la lutte des classes. Nous, on a pensé que tout dépend aussi de l'économie, mais simplement de la libéralité du marché, de la liberté du marché. Le marché allait tout résoudre. Le marché allait rendre le monde entier démocratique, pacifique, aimable. Ah non. Non, non. Mais pourtant, les Européens... tout de même continue de dire rien ne doit se faire sans l'Ukraine. Oui, enfin les Européens. Merz. La France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, qui n'est plus dans l'Union, et évidemment l'Allemagne, du bout des lèvres, je dirais moi plutôt, et la Pologne et les Pays-Baltes qui sont sur le front.
Voilà, maintenant, encore une fois, je ne suis pas sûr que d'autres pays européens soient si convaincus de la nécessité de mourir pour Kiev. Justement, écoutez les propos du chef d'état-major des armées, Fabien Mandon, qui ont fait polémique cette semaine. On a tout le savoir, toute la force économique, démographique, pour dissuader le régime de Moscou d'essayer de tenter sa chance plus loin. Ce qu'il nous manque, et c'est là que vous avez un rôle majeur, c'est la force d'âme pour accepter de nous faire mal, pour protéger ce que l'on est. Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses, de souffrir économiquement parce que les priorités iront à de la production de défense, par exemple. Si on n'est pas prêt à ça, alors on est en risque. Qu'il parle des enfants de la nation française ou encore des soldats, peu importe l'interprétation réellement. Est-ce qu'il a eu raison d'envoyer ce message, selon vous ? Mais d'abord, écoutez, il n'est pas le premier. C'est pas la première fois qu'il envoie ce message. Il l'avait déjà fait. En parlant de choc, vous voulez dire ? Voilà, je pense aussi que de choc avec la Russie d'ici quelques années, avant 2030. Je crois que vous avez aussi reçu le général Schill, le chef d'état-major de l'armée de terre, qui, je crois, ne parle pas autrement non plus, en disant que cette guerre est vraiment notre horizon. Alors, personne n'a envie de la faire, cette guerre. Personne ne la souhaite, cette guerre. Tout le monde voudrait la conjurer, cette guerre. Et le CEMA et le CEMAT, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'ils disent tous les deux de la même façon ? Ils disent que la meilleure façon de l'éviter, de maîtriser le risque de la guerre, c'est de s'y préparer. Mais que pour s'y préparer, et ça je crois que c'est la bonne formule, n'est-ce pas, il faut bien comprendre que si les armées gagnent les batailles, ce sont les nations qui gagnent les guerres. Et les nations qui gagnent les guerres, ce sont les nations qui sont trempées leurs convictions que la défense de leurs valeurs, n'est-ce pas, qu'il y a pire que la mort physique, c'est la mort culturelle, civilisationnelle, politique, c'est la mort spirituelle en quelque sorte, et que donc il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Alors qu'est-ce que je vois ? Je vois qu'en fait il n'y a que finalement les grands amis de la Russie qui en France s'émeuvent du discours du chef d'état-major. Ces grands amis de la Russie sont qui ? C'est d'un côté le RN, de l'autre LFI, n'est-ce pas ? Et eux crient à l'épouvante et se déclarent qu'ils seraient bellicistes. D'abord, je veux dire, heureusement quand même qu'un chef d'état-major ait un tant soit peu, je dirais, un discours polémique, ou polémos c'est la guerre, belliciste, n'est-ce pas, bellum c'est la guerre, il a raison. Ensuite, je vois que, contrairement à ces boomers, j'en suis, mais bon, peut-être pas tout à fait comme eux, contrairement à ces boomers bien installés dans leur confort, les jeunes Français et les jeunes Françaises d'aujourd'hui ont un tout autre discours. Quand on regarde les sondages, on voit qu'il y a chez les jeunes cette volonté de dire s'il faut défendre ce que nous sommes, nous y sommes prêts, même s'il faut des sacrifices. Et comment il se pourrait qu'il n'y ait pas de sacrifices ? De quel monde nous parle-t-on ? Est-ce qu'on va enfin se réveiller, n'est-ce pas ? Il y a un manque de lucidité, selon vous ? Bien entendu, vous me parliez tout à l'heure de la démocratie. Quel est l'exemple démocratique qu'on a eu récemment ? Mais c'est Navalny, qui est rentré en Russie parce qu'il considérait qu'il ne pouvait pas dire aux autres de se battre si lui n'était pas dans son pays pour se battre. Qui nous a donné une leçon de démocratie ? Monsieur Mélenchon, Monsieur Tanguy ? Pas du tout. C'est Navalny, n'est-ce pas ? Vous voyez, il y a des choses qui ont un prix. Il y a une dimension de la vie qui dépasse la vie. Et que des soldats qui se forment à l'idée du sacrifice suprême pour le bien commun nous le rappellent, c'est tout à fait normal. Que ça provoque des cris d'orfraie, c'est déplorable. Ces propos sur Jean-Philippe Tanguy et Jean-Luc Mélenchon vous appartiennent, Jean-François Cosimo, oui, évidemment. Ils n'engagent pas la chaîne. Non, bien sûr. Il se revendique d'être démocratique. Beaucoup ont dit que nous avions manqué de ce rapport de force avec l'Algérie, par exemple, et sur la libération de Boualem Sansal, qui est votre ami, je le rappelle. Vous êtes l'un de ses éditeurs. Chacun y est allé de sa méthode. On les réécoute. Notre souci a toujours été d'être efficace pour permettre la libération de M. Sansal. C'est le fruit d'efforts constants de la France et d'une méthode faite de respect, de calme et d'exigence. Je tiens à remercier du fond du cœur celles et ceux qui ont contribué à cette libération, fruit d'une méthode faite de respect et de calme. L'Algérie contrevient à la règle de droit international qui est la réciprocité. Et plus exactement aussi à cette règle de réadmettre nos ressortissants nationaux dès lors qu'il y a une preuve
par exemple par un passeport, par exemple par une carte d'identité. Et l'Algérie contrevient à cette réciprocité. C'est grave. Jean-François Colosimo, vous êtes extrêmement bien placé pour parler de cela. C'est votre ami dont on parle. Qui avait vraiment raison dans cette affaire? Quelle était la bonne méthode? Écoutez, moi, j'ai toujours pensé que les autorités publiques faisaient leur travail. Les autorités publiques faisaient leur travail comme elles l'entendaient, avec ce qu'il faut peut-être de secret, de mesures, de recherche d'accords, de diplomatie, comme on dit. Mais que, fort heureusement, il y avait un comité de soutien fait de personnalités indépendantes qui rappelait que Boualem Sansal était en prison, parce que sinon, avec la méthode gouvernementale, non seulement le risque était que Boualem Sansal reste en prison, mais en plus que tout le monde oublie qu'il y était. Et donc, je pense que chacun sa part. Ce que je regrette, c'est que la libération de Boualem Sansal ait donné lieu à la réédition d'une scène franco-française, n'est-ce pas, de politique intérieure, et des deux côtés d'ailleurs, comme si, en fait, on rendait encore une fois Alger l'arbitre de nos débats. C'est ça que j'ai regretté. Maintenant, Boualem Sansal est libre, voilà. Il reste, c'est pas tout à fait le même cas parce que Christophe Glaise, lui, est un journaliste, n'est-ce pas? Mais il est quand même lui aussi emprisonné, non pas pour sa littérature, mais pour le simple fait de s'être rendu en Algérie pour enquêter sur le football, par ailleurs, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, il est encore prisonnier. Mais il n'y a pas que Sansal et Glaise. Il y a aussi tous ces Algériens qui sont en prison pour des raisons d'opinion. Et là se situe la véritable ligne de partage, il me semble, n'est-ce pas? Voilà, en combattant pour Boualem Sansal, on n'a pas fait un cas d'exception. On a affirmé en fait cette valeur universelle que personne ne peut être mis en prison pour ce qu'il pense et ce qu'il dit, dès lors que cette personne, en plus, comme l'avait Boualem, n'a aucune activité politique. Pourtant, certains philosophes, notamment comme Pascal Bruckner, ont dit ouvertement avoir reçu des réprimandes pour s'être ouvertement exprimé sur Boualem Sansal. Vous avez trouvé ça problématique? Oui, enfin, je trouve ça problématique. Heureusement, nous sommes dans une démocratie. Alors, donc, je veux dire, si des diplomates s'énervent parce qu'on leur explique qu'il faudrait quand même qu'ils fassent leur travail avec un peu plus d'énergie et qu'ils s'arrêtent de s'excuser d'exister, c'est ça, bon, bah, tant mieux. Voilà, bon, bousculer les diplomates, ça n'a jamais fait de mal qu'aux diplomates. Merci Jean-François Colosimo.